plus éventuellement. Nous sommes dans la banlieue de Lille, juste avant l'ouverture de la grande vente annuelle des Petits Frères des Pauvres, une association caritative dédiée aux personnes âgées qui vivent dans la précarité. Tous ces objets proviennent de successions. Dominique Gaston Raoul, un pilier de l'association, se souvient très bien d'en avoir vu certains dans les appartements des donateurs. Il y a des meubles que je reconnais. Par exemple, ce meuble-là que j'ai vu au domicile d'une dame, elle nous disait « je le tiens depuis longtemps dans ma famille, j'ai pas d'héritier, je voudrais pas que ça parte n'importe comment, je voudrais pas que ce soit bradé, je voudrais pas qu'on en fasse n'importe quoi, alors je vous le donne et puis je vous fais confiance pour le mettre en valeur et le vendre. » Et je revois bien ce meuble dans la pièce où il était. Tous ces biens sont transmis sans droit de succession parce qu'ils sont légués à une association reconnue d'utilité publique. En France, l'ensemble des dons et legs aux associations caritatives représente 2,5 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on a, une paire de flambeaux en argent du 18e? On trouve dans cette vente plus de 10 000 objets et ce sont des experts bénévoles qui les estiment. 6 500 euros. Oui, c'est la plus belle pièce. Voilà. Ça, c'est combien? Je sais pas de prix. Le prix est derrière. Ah. 750 euros. 750 euros. On laisse? On peut baisser un peu. 500, me semble. Le but, c'est déjà de rentrer de l'argent pour l'œuvre et puis de respecter un peu ce que les gens nous ont donné, mais bon, ne pas être trop cher, parce que trop cher, on ne vend pas. Une foule d'amateurs et de professionnels de l'Antiquité attend cet événement annuel avec impatience. À l'inverse de ce qui se passe ailleurs, les prix sont définitifs, non négociables. Là, à 6. À 6 euros. En haut. Là. Non, plus bas. Descendez. Là. Les vendeurs sont bénévoles et se donnent à fond pour les petits frères. Les portes ont ouvert il y a à peu près 20 minutes et alors moi j'ai déjà vendu, moi personnellement j'ai déjà vendu 3 armoires. Tout était plein, il ne reste plus rien du tout. La première demi-heure, tout est parti. Mais on voyait qu'on avait affaire à des connaisseurs, des antiquaires ou des brocanteurs, des gens vraiment avertis. Est-ce qu'ils ont essayé de discuter les prix? Jamais, jamais. Absolument pas. Une seule fois, pas une seule fois. Daniel Détroit est le responsable du garde-meuble des Petits Frères. C'est lui qui prend en charge les successions. Il veille à la bonne conservation des objets jusqu'à leur mise en vente. Ah bon, d'accord, ça marche. Monsieur, Oui, madame. dites-moi d'abord le prix de ça. Je vais vous dire ça tout de suite, madame. Oui. Là, c'est 25 euros. Bon, Et il est pourquoi très est-ce bon que marché, c'est si peu cher? Vous savez, avec la propagande qu'ils ont fait sur les acariens, etc., ouais. le tapis, ça a baissé. Ça marche pas. Voilà. Vous venez chaque année à... Ah oui. Et puis je soutiens les petits frères des pauvres, en général. Pourquoi? Oh, parce que je les trouve formidables. Je suis âgée moi-même et je suis très contente qu'on s'occupe des personnes âgées. Cette vente annuelle est toujours un succès. En octobre 2005, elle a permis de récolter 240 000 euros grâce aux meubles et objets collectés durant un an. Mais pour en arriver là, il a fallu de longues démarches administratives. Une fois ouvert le testament, c'est l'enquête sur le terrain qui commence. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Catherine Bienvenue, l'une des juristes de l'association. Elle va découvrir les biens d'un nouveau légataire. Nous ne connaissons pas grand-chose. C'est un couple qui est décédé à 2 mois d'intervalle. Donc madame est décédée en laissant tous ses biens à son mari. Et son mari l'a suivi 2 mois après. Là, il se trouve que ces gens-là ne nous ont jamais contactés. Donc on ne savait pas qu'il y avait un testament. C'est le notaire qui nous a prévenus. Ces gens ne nous ont jamais fait un don de toute leur vie. Parce que souvent, les gens qui donnent après font... Enfin, disons que les gens qui font des testaments, généralement, étaient donateurs dans la plupart des cas auparavant. Ces gens-là, nous ne les connaissions absolument pas. C'est en Normandie, dans cette petite résidence de Vernon, en compagnie d'un serrurier, que Catherine, avec l'accord du notaire, va prendre possession de 2 appartements où le couple résidait jusqu'à la fin de sa vie. Daniel est là pour une première estimation du mobilier. C'est derrière cette porte que Roger a été retrouvé mort par les pompiers.
Tu veux voir, Daniel? Parfois on fait des découvertes surprenantes. Je me demande où il dormait. Il y a un matelas derrière, mais... C'est là qu'il a fini les derniers jours de sa vie, oui, c'est certain. Bah, effectivement, il dormait derrière la porte, là, dans le lit pliant. D'accord. Ouais. C'était son lieu de vie, vous voyez. 1 mètre carré, la surface du liquage, c'est tout. Il n'y a pas d'accès aux toilettes, il n'y a aucun accès aux commodités. Combien de temps il a vécu là, on ne sait pas. 15 jours, 1 mois, 3 mois. Accessible. Donc ça ne communique pas avec le studio d'à côté. Non, ils sont tous les deux bien séparés. Ça va être difficile de retrouver des papiers. L'épouse, Françoise, vivait certainement dans ce deuxième studio. Elle est décédée à l'hôpital. C'est impressionnant. Oh, je vais tomber. J'ai retrouvé la terre ferme. J'avoue que je ne sais pas trop par où commencer. On a même un réfrigérateur là. Oh là là. Ah, c'est des cartons, des briques de lait vides, propres, qui ont été emballées les unes dans les autres. Bon, ben voilà le genre de choses que nous cherchons, qui ressemble à un titre de propriété. Donc là, ben, c'est son appartement à Cannes en fait, qu'elle a acheté par ce notaire-là. Donc on sait qu'elle est propriétaire, parce que c'est vrai qu'on n'était pas encore sûr qu'elle soit propriétaire de son appartement à Cannes. La dernière facture de France Télécom. Donc voilà, parce qu'il faut qu'on arrive à savoir, à figer le patrimoine de ces gens-là au jour de leur décès, que ce soit en actif ou en passif. C'est-à-dire régler leur dernière facture. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est vraiment triste. C'est surprenant parce qu'ils se sont privés de tout confort, en fait. C'est incroyable. Oui, parce qu'ils vivaient en couple, a priori en fait, très bien. Ils ne recevaient pas, ils avaient un petit peu de famille, puisqu'on a eu des contacts avec notamment une sœur. Et ils refusaient qu'on vienne chez eux, mais il y avait une vie sociale extérieure, a priori normale. Françoise et Roger possédaient aussi un pavillon à 200 mètres de là. Elle est juste de l'autre côté de la voie ferrée, on va y aller à pied. Apparemment, il y a de la friche qui a poussé derrière les portes, donc pour ouvrir les portes, on va être obligé de dégager un peu. Voilà, c'est ici. Là, on voit bien que les arbres ont poussé en plein milieu derrière la porte, là. Et en fait, c'est par la fente de la boîte aux lettres qu'on a pu découvrir qu'il y avait effectivement une maison derrière. Cette maison, vous savez depuis combien de temps elle est inhabitée? Je sais pas, moi ça doit faire 20 ans, quelque chose comme ça, parce qu'ils se mettent à 4 pattes là pour traverser le jardin. La porte va pouvoir s'ouvrir? Oui, je vais déblayer. La porte a été condamnée volontairement. Mais elle est pleine aussi, jusque demi-porte. C'est un amas de détritus derrière. Tu vois le jardin ou pas au fond? Presque, je vois un morceau de fenêtre. Ah, le plafond est troué. C'est fascinant. C'est une porte qui s'ouvre de l'autre côté. Pour retrouver les papiers, on va avoir du mal là. Bah, si, faut trier à fur et à mesure qu'on met dans des sacs. Hein. Faut trier, de la même façon que si c'était du mobilier de valeur. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Est-ce que ça sert à cacher quelque chose, tout ce cumul de déchets? Là, a priori, ils ne vivaient pas. Parce qu'il n'y a pas de paillasse comme il y avait du côté des studios. Et sinon, il y avait une petite chambre de bonne à Paris. Là aussi, on ne sait pas si on n'y a pas encore été, donc on ne sait pas s'ils pouvaient vivre ou pas dedans. Et puis un petit appartement dans le sud de la France. Et pas mal d'argent sur leur compte. Et pas mal d'argent sur leur compte, c'est ça qui est étonnant. Beaucoup d'argent, c'est-à-dire la somme de 380 000 € sur leur compte. Le couple a mené cette vie sciemment de stocker des détritus comme ça. On voit bien qu'ils l'ont fait ensemble, puisque vous avez vu, les appartements sont dans le même état. Donc c'est vrai qu'on veut chercher à savoir pourquoi. Même si c'est pas notre rôle, en nettoyant, on va découvrir pourquoi, on le saura. La seule personne qui puisse apporter des explications à ce legs insolite, c'est Thérèse, la sœur aînée de la défunte. Elles ont travaillé ensemble dans l'entreprise de couture familiale jusqu'à ce que Françoise se marie avec Roger, qui était tailleur pour dames. Alors là, nous étions en vacances à Nice. Moi, je suis celle qui est la plus petite.
Elle vous a caché beaucoup de choses, hein? Beaucoup. Je crois que c'était pour conserver sa dignité. Est-ce que vous imaginiez la façon dont elle vivait? Pas du tout. Vous n'êtes jamais allé chez elle? Jamais. Et ça vous troublait? Ça m'étonnait. Ça m'étonnait, plus ou moins. Ça m'étonnait pas trop parce que je savais que son mari était un peu sauvage. Elle se voyait très peu, mais entretenait depuis toujours une correspondance très régulière. C'était vraiment une attente. Moi, toutes les semaines, là, quand j'avais la lettre qui arrivait, toutes les semaines, tous les 15 jours, c'était vraiment une attente. Et moi, je passais beaucoup de temps aussi à lui répondre parce que j'écrivais beaucoup aussi. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Françoise avait un vrai talent d'artiste. Ça, ce sont les magazines dans lesquels... Dans lesquels elle avait été éditée. Alors tout ça, ce sont les choses qu'elle m'envoyait. J'appréciais beaucoup ses ouvrages. Elle avait toujours été très, très bonne dessinatrice. Elle avait toujours aimé le dessin. Elle a fait des expositions. Est-ce que vous avez été surprise de ne pas hériter? C'est ma surprise, enfin. Elle faisait ce qu'elle voulait. Mais j'étais quand même un petit peu étonnée. Par rapport à mon fils, j'étais étonnée. Retour à Vernon. Daniel et son équipe ont déjà rempli 7 camions de déménagement. Tout est emballé dans des sacs pour être trié plus tard au garde-meubles des petits frères. C'est pas un peu décourageant, cette montagne? Non, non, pas du tout, au contraire, au contraire. Au moins, c'est pas un leg facile où il suffit de prendre l'argent. Au moins, il y a un échange. Le pavillon est méconnaissable. Ils ont travaillé à 2 dans la poussière et l'humidité, mais toujours avec le même respect pour les légataires. On a fait un peu de place, hein. Donc dégager tout ce qui était à l'extérieur, et puis vider en grande partie ce qui était à l'intérieur. On a déjà 4 jours de travail, là c'est la 5e journée, et je pense qu'il faudra revenir encore une fois pour finir. On voit bien que c'est un amoncellement de détritus, d'emballages vides, de catalogues, de choses sans valeur, quoi. Mais il faut qu'on reste attentif. Ah oui, tu vois. Voilà, donc ça correspond à ce que je disais. Voilà, parmi le fouillis, de temps en temps, on trouve un objet qui sera présenté aux experts, parce qu'apparemment, c'est l'air d'être une belle pièce. On a des indications qui laissera penser qu'il y a des collections de monnaies, de timbres, cartes postales, des choses comme ça. Donc nous continuons à être attentifs. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah ben voilà, des manuscrits, tiens. Alors, ben voilà, le genre de manuscrits, justement, là, sur lesquels on a trouvé des indications sur la vie de ce couple. Voilà, j'ai des problèmes difficiles. Genre problèmes, les soucis, la santé. Donc, voilà, il raconte un peu sa vie comme ça, au quotidien. Voilà, 3 mauvaises nuits, un demi-sommeil, rêve. Attention, il ne faut pas se laisser influencer. Et toujours les craintes, les méfiances, les soucis. C'était quand même quelqu'un d'assez perturbé. Daniel, on a l'impression que vous les connaissez, ces gens-là. Oui, je commence à les situer comme si je les connaissais. Je vois leur vie, ça y est. C'est des gens qui voulaient à tout prix vivre dans un pavillon avec de la verdure, et puis être accompagnés de chats, avoir des animaux, tout ça. Et dans un endroit où ils pouvaient respirer. C'était des gens qui étaient quand même relativement assez malades. Ils avaient déjà essayé dans une autre ville, et ça n'a pas marché. Donc pour eux, c'était le rêve, ce pavillon, qui est devenu par la suite un calvaire pour eux. Ils ont passé leur vie à déplacer et accumuler leurs affaires. 1960. Et ils se sont laissés déborder, quoi. Puis voilà, ça a dégénéré. Ils ont été malheureux. Ils ont vécu, c'est des gens qui ont vécu comme vivent les gens que l'on aide. Chaque année, près de 180 succès sont attribués aux petits frères des pauvres, ce qui représente pour l'année 2005 23 millions d'euros. Cet argent, constitué essentiellement de patrimoine immobilier, les petits frères des pauvres le mettent au service des personnes sans ressources, seules ou handicapées. Comme Paulette, 90 ans, handicapée depuis l'âge de 24 ans.
elle a toujours vécu seule. Elle bénéficie de l'aide de l'association depuis une vingtaine d'années, comme 7500 autres personnes. On est invité pour certains goûters. Et il y a aussi, ce qui est très bien, c'est les séjours de vacances. Et là, j'ai fait plusieurs séjours de vacances. Encore cette année, je suis allée à Chy, dans l'Oise. C'est un château. Et là, on y est vraiment très bien. Il y a une ambiance formidable. C'est presque une seconde famille. Les petits frères possèdent 20 maisons de vacances réparties sur toute la France. Ces résidences proviennent en partie de l'Aigle et elles sont rebaptisées les Châteaux du Bonheur. Chaque année, près de 5400 personnes âgées peuvent ainsi partir en vacances. Aujourd'hui, Paulette est invitée au restaurant à Paris. Une initiative originale avec cet établissement de l'association ouvert 6 jours sur 7. Les repas sont gratuits. Sans cela, des personnes comme Paulette n'iraient jamais au restaurant. Nous accueillons ici les personnes âgées qui sont accompagnées par notre association. Et on les reçoit autour en général du repas de midi avec un vrai chef comme dans un restaurant. Et puis après on accueille un artiste qui nous rejoint et on essaie de vivre avec lui aussi un moment le plus convivial possible. Donc c'est un peu le lieu de fête de la maison. Ce restaurant, les maisons de vacances et l'accompagnement des personnes âgées sont financés uniquement par les dons et les legs. On ne le sait pas toujours, mais les animaux, eux aussi, bénéficient de legs, même si les sommes sont moins importantes que dans l'humanitaire. Prenons le cas de Germaine, 82 ans. Elle habite seule à Paris et elle a rencontré récemment le chat de sa vie. Moi, je crois qu'on s'est aimé d'un seul coup d'œil. Je ne suis pas toute seule avec lui. J'ai pourtant des amis que j'aime bien, mais enfin, non, Titi passe avant, il n'y a pas à dire, c'est comme ça. Le jour où je m'en irai, si je m'en vais avant Titi, c'est lui qui récupère la maison et tout ce qu'il y a dedans. Mais comme en France, il est impossible d'avoir un animal pour héritier, Germaine a désigné la fondation Assistance aux animaux comme légataire pour que l'avenir de Titi soit assuré. En 2005, la directrice de la fondation a reçu une 50aine de testaments. Les dernières volontés des donateurs sont parfois insolites. Donc ici, c'est une personne qui a légué à la fondation Assistance aux animaux, qu'il a instituée donc légataire universelle, à charge pour elle de placer les cendres de mon chien Albert dans ma tombe, d'adopter des bergers dans sa maison de retraite, leur vie durant, mes chats actuellement au nombre de 3, et de ne pas les séparer. Je ne suis pas du tout choquée qu'une personne laisse un testament à une œuvre de protection animale ou en fait pour son animal. Parce que ce sont les hommes en fait, qui ont domestiqué les animaux et c'est tout à fait normal que les hommes soient responsables de leur animal jusqu'au bout. Oui. Bon, donc votre voisine est décédée et elle a laissé 2 petits chiens. D'accord ? Bien, je vous envoie un enquêteur qui vient les chercher, qui les emmènera d'abord au dispensaire de la Fondation pour les montrer au vétérinaire et ensuite il les conduira au refuge de Vilvaudée. Arnold est l'un des 2 responsables qui sillonnent l'Hexagone pour voler au secours des animaux en détresse. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? En théorie, d'après la famille, elle serait aveugle et elle aurait un souffle-cœur. Bon, eh bien, on va la prendre en charge. Oui, tout à fait. L'autre, par contre, est plus en mauvais état. On sait rien sur... Non, malheureusement, non. Comme la propriétaire est décédée et que la petite fille n'a pas pu nous donner beaucoup d'éléments, je ne connais même pas son prénom. Bon, on va commencer par faire des radios. C'est le dispensaire de la Fondation qui va prendre en charge les soins de ces animaux désormais sans maître. Et tout l'argent nécessaire, là encore, provient des legs. Après le dispensaire, direction le refuge le plus proche en banlieue parisienne. C'est l'un des 18 établissements financés par la Fondation. Ici, 8 salariés travaillent à temps complet. La majorité des animaux, 240 chiens et chats, sont proposés à l'adoption. Bien, mon pépère. C'est Jackie, le responsable de ce site. Oui. Ça représente au niveau, par exemple, nourriture, c'est entre 1,6 tonne et 2 tonnes de croquettes par mois. Ce que je peux vous dire, c'est que les 2 cuves de gaz, c'est toutes les 3 semaines qu'on les remplit. Tous les box se sont chauffés. Ça va, pépère. On essaye de faire ça au mieux et pour le bien-être des animaux.
Oh, Gypsy. Alors... Il faut maintenant s'occuper du sort des 2 nouveaux arrivants. Donc la petite pékinoise, elle a un souffle-cœur et est complètement aveugle. Ouais, mais ça encore, c'est pas... C'est pas trop gênant. Par contre, avec nous, voilà. C'est pas un problème. Hein, Par contre, la ratière, elle a de gros problèmes aux pattes, elle peut plus bouger. Oui. Et en plus, elle est incontinente. Donc tu la placeras jamais. Non, ça sera pas plaçable. Moi, je crois qu'il faut mieux l'emmener à la maison de retraite à Louvciennes. Ah, il y en a plus. Et oui, les animaux ont même des maisons de retraite où ils peuvent finir paisiblement leur vie. Et toujours grâce à l'argent des légataires. Il y en a une dans le Gard et celle-ci à Louvciennes. Bonjour les filles. Bonjour. Bon, je vous amène la petite chienne. Je vais la sortir tout de suite parce qu'elle a fait le voyage. Là, c'est... Elle va rentrer en contact avec... 3 salariés vivent sur place et se relaient au service des animaux 24 heures sur 24. On essaye de remonter le soir à des heures correctes, mais si on entend des chiens aboyer ou si on entend un chien pleurer, on est toujours disponible. Même les menus sont personnalisés. Vous avez croquettes mélangées avec de la boîte pour ceux qui mangent traditionnellement. Vous avez les difficiles ou les malades qui ont des petites barquettes comme vous voyez là, avec un petit peu de steak haché et des haricots verts. Nous, c'est comme ça qu'on conçoit la maison de retraite. Hein. C'est comme les humains, ils ont besoin d'avoir du confort, du bien-être. Ça me paraît logique. Tu me laisses passer, tu me laisses passer. Arlette Alessandri est la présidente d'honneur de la fondation Assistance aux animaux, créée en 1989. Bonjour Keep Cool. Lui s'appelle Keep Cool. Abandonné après un divorce, celui-ci. Dans la maison de retraite de Louvciennes, il y a en moyenne une centaine d'animaux et pas toujours ce que l'on croit. Mais la radio, c'est dans toutes les pièces? Oui, la radio apaise. Vous savez qu'on met la radio pour les vaches dans les étables? Pour la production de lait, il doit y avoir une raison, ça les calme beaucoup. Là, il y en a un qui et l'autre qui voit pas bien. Mais ils mènent leur vie et ils ont une sortie sur le jardin. Ah, maminette, viens. Ah, maminette. Autant de confort pour les animaux, vous n'êtes jamais critiqué? Et pourquoi critiquerait-on le prix de sauver la vie d'un animal ou lui donner une vie décente? On ne cherche pas à faire quelque chose d'extraordinaire, mais donner une vie décente à un animal qui n'a pas demandé à venir au monde, qui n'a pas demandé à être acheté. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être répréhensible ou mal vu, sinon par les gens qui ne font rien. Allez les chiens! Allez les chiens! Allez, allez! Voilà! Allez les chiens! Retour au garde-meuble des petits frères des pauvres, 4 mois après la découverte du legs de Vernon. Thérèse, la sœur de la défunte, a souhaité se replonger dans les souvenirs de la disparue. Donc voilà, là c'est toutes les pièces qu'on a retrouvées. Tous ces objets ont été retrouvés au milieu de 30 tonnes de déchets. Il a fallu 300 heures de tri pour en venir à bout. Et où est-ce qu'ils avaient tout ça? Dans des Bah, paquets, dans les 2 appartements et dans la maison. Je suis vraiment surprise. Oh! Mais qu'est-ce que ça a souffert? Dites-moi, mais ils sont dans un état, les meubles. Oui. Ma mère qui soignait si bien ses meubles, comment est-ce qu'ils ont pu laisser les choses devenir dans un état pareil? Elle avait aussi une boîte à musique. Elle l'avait peut-être plus. Oui, bien sûr. Elle l'avait aussi. Voilà. 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 C'est notre grand-père, ce monsieur-là, voyez-vous. Un par un oncle. Et dans un état malheureux. Et ça, c'est un souvenir à conserver. Si je peux le prendre, je le prendrai volontiers, mais Voilà. enfin, je ne sais pas si ce sera nettoyable. Bah écoutez, vous essayerez de toute façon. On va faire un petit tour. Vous allez nous dire ce que vous souhaiteriez conserver. J'avais pensé à quelque chose, mais je n'ai pas vu. Bah, dites-nous, ou dites-le à Daniel, parce que lui qui connaît bien tous ces objets. C'était une maintenant. petite clochette qui était à peu près grande comme ça. C'était une petite femme Hollande. Tout à fait. Ah, vous avez vu ça? Nous l'avons. Voilà. Ah, bah oui. Voyez. Mais c'était une petite chose que mon père avait acheté. Il l'aimait beaucoup. C'est pour ça que je l'aime aussi. Exceptionnellement, Thérèse pourra emporter cette clochette parce qu'elle n'a qu'une valeur sentimentale.
Il n'y a aucune raison pour que nous on s'oppose à vous remettre tout ce qui est papier, tout ce qui est photo, tout ce qui est souvenir de votre grand-père. Voilà, la photo du grand-père, c'est évident qu'on va vous la rendre. Maintenant, après, il est vrai que tout ce qui est donc objet avec une valeur marchande importante, nous, ce qu'on fait volontiers, c'est qu'on veut bien le vendre aux familles, mais en général, on ne peut pas leur donner. D'abord, si on n'en a pas le droit. C'est normal. Voilà. Elle pourra aussi repartir avec les 3 cartons de notes et les photos de sa sœur. Il y a un passage où elle dit « Nous sommes des clochards propriétaires ». Écoutez, Vous voyez, donc ça résume insolite, tout. Parce qu'en réalité, ils avaient tout pour être bien. Mais il faudra attendre un an minimum pour que ce patrimoine familial soit vendu. Ce sera la conclusion définitive du legs le plus insolite que l'association ait jamais connu en 60 années d'existence.